classes ont repris effectivement. Et très tôt ce matin, à 8h, à 7h30 déjà, la cour grouille de monde. Avec des élèves dans la cour, avec l'ambiance de reprise des classes habituelles. Il s'est fait que vers 9h, 10h par là, cette ambiance a laissé place à une autre ambiance. Ouais. Aujourd'hui, c'est les dossiers des candidats au CEP qui sont organisés. Ouais, ces dossiers sont organisés. Et pour cela, vous aurez dû constater la présence de beaucoup d'enseignants et dans la cour. Beaucoup de directeurs également sont invités pour préparer les dossiers des candidats au CEP. Et c'est pourquoi vous n'avez pas constaté l'affluence des enfants. Ouais. Il y a plus d'enseignants que d'apprenants. Ouais, à cause de ça. On a dû congédier un certain nombre d'enfants afin d'avoir des classes libres pour préparer les dossiers des candidats au CEP. Ouais. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une reprise effective des classes. Ici, vous savez, notre centre a une certaine particularité. Nous sommes dans un complexe scolaire qui habite le centre d'examen. Donc, c'est un centre d'examen. Donc, aujourd'hui, les enseignants sont en train d'étudier les dossiers des candidats à l'examen cette année. Donc, pratiquement toutes les salles sont occupées. Nous n'avons pas assez d'espace pour pouvoir accueillir tous les enfants. Donc, c'est pour cela que les apprenants ne sont pas présents actuellement. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est ça la situation. Donc, vous devez constater qu'il n'y a pas d'apprenants dans la cour. Il n'y a que des engins, des véhicules, tout ça là. Donc, nous sommes en séance de travail. Les cours ont bien repris à l'EPP à Kwakwa Centre B. Tous les enfants étaient là le matin. Seulement que la reprise coïncide avec l'étude des dossiers du CEP 2024. Ce qui a fait que nous avons dû congédier les tout petits enfants du CE1 jusqu'au CM et jusqu'au CI. Du C jusqu'au C1 du moins. Les tout petits, on les a congédiés. Parce que tous les autres chefs centres devraient être ici pour l'étude des dossiers. Donc on a dû les congédier. J'invite les enfants à reprendre après les fêtes là, qu'ils reprennent les cours. D'accord, qui ne pensent pas que les fêtes continuent. Donc le travail a déjà repris. Aux parents d'envoyer les enfants à l'école, que les fêtes sont déjà terminées. Donc envoyez-nous les enfants pour que nous puissions plutôt commencer le travail avec les enfants. À l'endroit des élèves, vous savez, bon, les fêtes sont terminées. Ils doivent rapidement reprendre les cahiers, reprendre le chemin des classes et se mettre résolument au travail pour pouvoir affronter les examens. Vous savez, pour obtenir un bon résultat, il faut bien se préparer. Donc, ils doivent rapidement se mettre au travail, se concentrer. Et je demande aussi aux parents de les aider. C'est le moment de prendre soin d'eux. Ils ont eu le temps de s'amuser correctement, de fêter, de tout faire. Bon, maintenant, tout ça là, c'est arrangé au calendrier grec. Donc, ils n'ont qu'à rapidement prendre les outils du travail et, disons, se mettre résolument au travail. Là, on pourra obtenir un très bon résultat à la fin de l'année scolaire. Les enfants se prennent au sérieux, qu'ils soient conscients. Et que les parents également prennent en main leurs responsabilités, assument leurs responsabilités comme cela se doit et accompagnent les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les apprenants sont laissés à eux-mêmes, les parents étant très occupés. Ça donne à autre chose. Il est bon que les parents suivent leurs enfants. Nous constatons aussi que quand les enfants ne sont pas suivis, les résultats ne sont pas là. Et nous voulons faire de notre mieux pour que les résultats soient à la hauteur des efforts que nous déployons. Bon, nouvel an, on l'a fêté comme ça. Par la grâce de Dieu, quand il y a la santé, tout ira très bien. Mais j'ai fêté en famille, avec, c'est pas en famille seule, avec les voisins, les voisines, tout ça là. Tout le monde sait déjà que ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas.
Et puis, de jour en jour, les choses sont chères. Le riz qu'on payait le kilo à 500 francs, aujourd'hui, c'est revenu à 800, 1000 francs même. Avoir 1200, 1500 le kilo, c'est pas sérieux. Vraiment, même les cassoulets aujourd'hui, qui étaient à 1000 francs, 1500, aujourd'hui, c'est allé jusqu'à 3500, 4000 francs le kilo. Vous voyez, une famille qui veut faire qui a 10 000 à peu près, qui veut prendre 2 kilos de cassoulet pour préparer à ses enfants, est-ce qu'il peut le faire? Non, il ne peut pas le faire. Donc vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on rend grâce, tant qu'il y a la santé. Ce nouvel an a été, comme d'habitude, on le passe. Donc on a bien fêté. Et avec les amis, je peux dire, c'est pas pareil chez nous, les jeunes. Parfois, quand on a la tendance, il y a les fêtes du coup, on a la tendance à faire des sorties, un peu tout ça, aller des lieux publics et s'amuser avec des amis, tout ça. Bon, ça a été lieu, tout ça. Et c'était si magnifique et puis tout ça. C'est pas si facile en fait, du coup, tu vois. Parfois, comme je peux dire, chez nous les jeunes, parfois quand il y a les fêtes du genre, on s'essaie depuis quand on faisait des économies depuis le mois de janvier, on peut économiser jusqu'au mois de décembre et après que les fêtes ne viennent, on peut avoir un peu d'économie et puis voir. Sinon, sur la question, je dois vous répondre, les choses sont un peu coûteuses. Bon, moi, je vais pas... Bon, je n'ai pas trop fêté, puisque la fête, ce n'est pas quelque chose de mon genre. Mais quand même, je ne vais pas dire que je n'ai pas fêté. J'ai fêté avec la famille, ma maman, mes frères et sœurs, mon oncle et tout. Et après, je suis allé aussi voir mon oncle paternel, voilà. Puisque j'avais fêté avec la famille maternelle. Vous voyez un peu, puisque j'habite avec eux. Donc du coup, j'ai fêté aussi avec la famille paternelle. Mais je n'avais pas été trop long avec eux. Je suis allé les voir, les saluer, pour voir comment ils vont, comment eux aussi ils ont fêté. Vraiment, l'ambiance était bonne. Et c'était pas mal aussi quand même. L'année passée, ça n'a pas été trop bon personnellement pour moi. Ça n'a pas été trop bon personnellement pour moi. Puisque vraiment, il y a la crise. Tout ce que je peux dire est que vraiment, la crise économique nous fait un peu pomper et ça ne nous a pas permis de fêter comme nous le voulons. On rend grâce d'abord parce que vous savez, ce qui est primordial, c'est la santé d'abord. Avant la santé, après la santé, bon, j'ai fêté avec ma famille. Et puis, vous savez, dans la fête, ce qui est essentiel, on mange, et on danse, et puis on est égayé quand même. Il suffit que la famille soit au complet et puis la fête continue. En tout cas, nous rendons grâce. Nous savons que cette année-ci, c'est un peu différent. C'est vrai, l'argent qu'on trouve avant, on ne trouve pas parce qu'il y a d'autres trucs qui se sont fermés. Mais quand même, on a fêté en famille. Prétendue révision de la Constitution au Bénin, amalgame sur les propos du président du Parlement. Stop à la manipulation, les clarifications du porte-parole de Vlavonou, la polémique entourant la diffusion sélective des propos du président Louis Gbéonou Vlavonou était fondée, affirme le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton. C'est au cours d'une conférence de presse animée à la salle polyvalente Antoine Kolaole Idi de l'Assemblée nationale ce jeudi 4 janvier 2024. L'agenda annexé à la lettre d'invitation précise que la dite rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation des mécanismes de gouvernance et a pour objectif de, je cite, renforcer le dialogue entre le gouvernement et les institutions de la République, promouvoir la synergie d'action entre le gouvernement et les institutions de la République, faire le point des réformes en cours dans chaque institution
identifier les défis communs et échanger sur les bonnes pratiques entre les institutions de la République et le gouvernement et présenter les perspectives. L'Assemblée nationale, fidèle à son engagement en faveur du dialogue interinstitutionnel, était représentée par son président, accompagné de responsables politiques et administratifs de notre institution parlementaire. Au cours de cette séance de travail, le président Louis Gbéounou Vlavonou a en toute transparence exprimé ses réflexions sur la nécessité de corriger les insuffisances spécifiques à chaque institution et d'envisager une refonte profonde du système politique de notre pays. Cette déclaration s'inscrit dans la droite ligne de son discours d'investiture prononcé le 13 avril 2023, où il considérait la possibilité pour toutes les forces vives de notre pays d'apporter des ajustements à la Constitution tout en préservant les acquis les plus intangibles de la République. Voici ce que disait le président de l'Assemblée nationale dans son allocution. Je cite, « Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution les retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. » Le président Louis Gbéounou Vlavonou, connu pour son engagement patriotique et son sens élevé des responsabilités, partageait donc ses réflexions dans ce sens bien avant la rencontre du 22 décembre dernier. Il n'y a aucune raison de s'en cacher. Tenter de faire croire que les propos qu'il a tenus lors de cet échange interinstitutionnel préfigurent une initiative opportuniste de révision de la Constitution relève d'une manipulation caricaturale au dessein inavoué. Quand le président de l'Assemblée nationale évoque une assemblée constituante, c'est dans le contexte d'une discussion non conventionnelle et non dans le but de faire porter par les présidents d'institutions un projet de révision constitutionnelle. Il utilise même le terme « digression » comme pour marquer une distinction claire entre cette idée et le cadre de concertation des présidents d'institutions. Nul ne peut douter, au regard de l'expérience qui est celle du président de l'Assemblée nationale, qu'il sait suffisamment distinguer une assemblée constituante d'un cadre de concertation, fût-il celui des présidents d'institutions de la République. Pour rappel, une assemblée constituante, aussi appelée convention constitutionnelle, est une institution collégiale ayant pour tâche la rédaction ou l'adoption d'une constitution. C'est donc à juste titre que le président Louis Gbéounou Vlavonou parle de digression. En conclusion, la polémique entourant la diffusion sélective des propos du président Louis Gbéounou Vlavonou est infondée. Je vous exhorte à prendre en compte le contexte de cette déclaration et à rejeter d'emblée les tentatives de manipulation qui servent à semer la confusion à des fins politiciennes. Je vous remercie de votre aimable attention.
Le président kényan William Ruto a fait l'objet de nombreuses critiques suite à ses menaces de désobéir aux décisions de justice émanant de juges qu'il a qualifiés de corrompus. Ruto a déclaré mardi que certains juges anonymes s'étaient associés à des politiciens de l'opposition pour bloquer les projets de son gouvernement. Dans un communiqué, la juge en chef Martha Koome a déclaré que défier les ordonnances du tribunal constituait une violation de la confiance du peuple placée dans l'État et les agents publics. Koome a également exhorté les juges à continuer d'exercer leurs fonctions judiciaires sans crainte ni faveur. Raila Odinga, le chef de l'opposition, a pour sa part considéré que les menaces du président kényan contre le système judiciaire équivalaient à de l'intimidation et à un mépris de l'état de droit. En Ouganda, un fervent défenseur des droits LGBTQI+, qui dit avoir été victime d'une attaque au couteau perpétrée par des individus non identifiés, a partagé son épreuve depuis son lit d'hôpital. C'était un mercredi particulièrement sinistre pour Stephen Kabuya lorsque 2 agresseurs à moto ont tenté de le poignarder au niveau du cou. This attack comes with no surprise to me. Cette attaque n'est pas une surprise pour moi, car c'est ce qui m'est arrivé. L'année dernière, j'ai subi une attaque qui a failli me coûter la vie, mais je m'en suis sorti avec des blessures. J'ai eu de la chance de survivre. Suite à des menaces de mort consécutives à une agression contre l'un des membres du groupe, Kabuye a pris la décision de s'exiler au Kenya en mars 2023. C'est avec résilience qu'il a choisi de regagner l'Ouganda le 15 décembre dernier. Tous les jours, nous recevons différentes menaces. Certaines ne sont pas physiques, mais émotionnelles, des menaces, des abus, des propriétaires qui vous chassent. C'est aussi une attaque émotionnelle. Ces choses existent depuis la loi anti-homosexualité de 2023. C'est donc un phénomène endémique. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Après l'entrée en vigueur de cette loi contre l'homosexualité, les États-Unis ont annoncé des restrictions de visa à l'encontre de fonctionnaires ougandais anonymes. Selon la police ougandaise, la véracité des propos de Kabuya reste à prouver. De nombreuses allégations ont été avancées. Nous sommes en train de vérifier la possibilité que cette attaque ait été auto-infligée. Un membre de la famille a fait une déclaration contradictoire, énonçant quelque chose d'un moment à l'autre. Par conséquent, nous avons pris la décision de le placer en détention provisoire afin d'obtenir de sa part une déclaration complète et sincère. L'homosexualité est depuis longtemps illégale en Ouganda en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise l'activité sexuelle et prévoit une peine d'emprisonnement à vie en cas de condamnation. Une opération de reboisement sur les flancs des collines de Naki Valley en Ouganda. Cet écosystème a été détruit par le changement climatique et l'activité humaine. Depuis 6 ans cependant, des réfugiés s'investissent dans sa restauration. Grâce au projet initié par Enoch Twagirayesu, un réfugié burundais résidant à Naki Valley. Nous avons décidé de planter des arbres ici, car à notre arrivée, toute la région de Naki Valley était une forêt, mais 7 ans après, elle a été décimée. Les arbres que nous avons l'habitude de couper pour cuisiner se sont épuisés, ce qui a contraint les femmes à arracher les racines pour cuisiner. Les terres entourant Naki Valley abritent l'un des plus anciens camps de réfugiés d'Afrique. L'exploitation agricole et la nécessité de satisfaire les besoins des réfugiés en bois ont eu un impact considérable sur cette végétation. Nous faisons face à l'afflux de réfugiés en provenance de la RDC, des Congolais en majorité, et nous accueillons quotidiennement de nouveaux arrivants. Quand ils arrivent,
Il y a un besoin de construction qui nécessite des matériaux. Les rares arbres disponibles sont donc coupés. La restauration de cet écosystème forestier s'imposait donc. Une pépinière a été mise en place pour soutenir les efforts des réfugiés dans sa reconstitution. Nous faisons venir des réfugiés que nous formons à la culture des semences et à la germination des graines jusqu'aux jardins principaux. Il s'agit donc d'un centre de transfert de connaissances en matière d'environnement. Ce dont nous pouvons être fiers, c'est que nous avons planté ou reboisé l'équivalent de plus de 350 hectares dans ce camp. Et nous avons également essayé de protéger les zones tampons qui entourent les zones humides et le lac Naki Valley au sein du camp de réfugiés. Plus de 180 000 réfugiés vivent dans le camp de Naki Valley, selon les chiffres officiels d'octobre 2023. L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma fait face à 4 chefs d'accusation, dont celui de trahison pour son présumé rôle dans une tentative infructueuse de coup d'État en novembre. Ces accusations à l'encontre de l'ancien président, rendues mercredi, aggravent les tensions dans le pays, déjà marqué par une élection controversée en juin, où le président Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat. Le 26 novembre, les hommes armés ont attaqué des sites stratégiques, libérant 2200 détenus et causant plus de 20 décès. Le gouvernement qualifie ces événements de coup d'État déjoués, pointant les gardes du corps de Koroma comme principaux instigateurs. Selon le code pénal de la Sierra Leone, une personne reconnue coupable de trahison est passible d'une peine d'emprisonnement à vie. Une lettre du principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, datée de mardi, indique que le Nigeria a proposé d'accueillir Koroma à titre temporaire et que l'ancien président a accepté l'offre. Les dissensions s'intensifient dans un pays encore en convalescence de la guerre civile de 1991 à 2002, ayant entraîné plus de 50 000 décès. Des secteurs entiers du centre-ville de Gaza, déjà dévastés par la guerre, ont été sévèrement touchés par les bombardements israéliens, rendant de nombreuses rues méconnaissables. La grande majorité des édifices situés à proximité du quartier central de Palestine Square ont subi des dommages considérables, voire ont été complètement détruits, laissant des débris dispersés dans les rues. Le centre-ville de Gaza a été l'un des principaux points de conflit entre Israël et les combattants du groupe militant Hamas, étant l'une des premières zones ciblées par les forces israéliennes lors de leur incursion terrestre sur le territoire. Selon le ministre de la Santé, plus de 22 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants de Gaza, ont perdu la vie à cause des tirs et des frappes aériennes israéliens depuis le 7 octobre. Israël a initié cette guerre en représailles à l'attaque du Hamas contre sa frontière, qui aurait entraîné la mort de plus de 1000 personnes avec 240 autres prises en otage selon les autorités du pays. Des organisations humanitaires internationales et des groupes de défense des droits ont appelé Israël à mettre fin à cette guerre implacable contre Gaza, préconisant un cessez-le-feu immédiat et mettant en garde contre les conditions catastrophiques dans lesquelles vivent les habitants de Gaza. Les États-Unis témoignent à des charges pour Israël, alors que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice contre les actes de génocide que les Israéliens commettaient à Gaza. Washington a balayé ces allégations. En ce qui concerne les États-Unis, nous ne constatons aucun acte constituant un génocide, a déclaré mercredi le département d'État américain. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche enfonçait le clou, jugeant les accusations sud-africaines sans fondement, contre-productives et complètement dénuées de toute base factuelle.
une ligne de défense similaire à celle des autorités israéliennes qui avaient dénoncé la saisine du tribunal de l'ONU par Pretoria, qualifiant les allégations visant leur pays de diffamation de sang. Mais pour les Sud-Africains, les opérations militaires israéliennes dans l'enclave palestinienne rappellent la période d'apartheid que leur pays a connue.